Du pigargue à queue blanche, et parmi les zoos, il faut le savoir, celui qui marche le mieux c'est le pigargue à tête blanche, évidemment, il est un petit peu plus sexy. Et quand j'ai cherché des zoos au début pour m'accompagner dans ce projet, franchement ils ne sont pas tous bousculés au portillon, et Sainte-Croix a été un des premiers, d'abord à nous financer des balises pour les recherches scientifiques et tout ça, et puis surtout à accueillir un couple de pigargues. Et puis je ne vais pas vous faire de secret, mais dans le milieu, dans la profession, quand Sainte-Croix s'engage, derrière ça suit. Aujourd'hui, j'ai 4 zoos qui viennent de me demander d'avoir des couples de pigargues. Donc merci à toi pour cet investissement et d'avoir lancé la mode du pigargue à queue blanche en France. Je pense que ça va vite prendre. Donc moi je suis en charge évidemment du programme de réintroduction des pigargues, je vais vous en parler, mais également du suivi et des études scientifiques sur l'espèce en France. On va donc parler du programme de réintroduction. Donc le programme de réintroduction a lieu en Haute-Savoie, au bord du lac Léman. C'est l'endroit où le dernier couple de pigargues a disparu, 1892, dans la forêt de Ripaille. C'est un joli endroit juste à côté d'où nous on est installés. Et c'est pour ça qu'on a fait un programme de réintroduction là-bas. Alors, les programmes de réintroduction jusqu'à présent dans toute l'Europe, c'est ce qu'on appelle la translocation, c'est-à-dire qu'on va en Norvège et on prend des bébés dans les nids, on les transloque, on les emmène dans une volière à l'âge de 6 semaines. On les laisse dans la volière, on ouvre la porte de la volière, on met de la nourriture à côté, on les laisse revenir un petit peu et ils s'émancipent tranquillement. Pour la première fois, nous on a essayé de faire une méthode de réintroduction qui soit dite douce, c'est-à-dire que c'est le taquet parental, les oiseaux sont élevés sur le site même, à l'endroit où ils vont être relâchés par leurs parents. On utilise 2 techniques dont je vous parlerai après. Le programme de réintroduction chez nous, on a 10 couples qui sont accueillis. Alors pour l'année 2024, il y a 6 couples qui ont reproduit. Il y a eu un échec à l'élevage, un jeune couple qui n'a pas réussi à élever, 2 couples avec une ponte infertile. Et par contre, on a eu un sexe ratio très défavorable, puisque vous voyez, sur les 7 jeunes, on n'a que 2 mâles et 5 femelles. On en reparlera un petit peu plus loin, c'est un des gros problèmes dans les programmes de réintroduction sur les pigargues, c'est qu'on a moins de mâles à la naissance, et vous verrez que dans les taux de mortalité, c'est les mâles qu'on perd le plus. Alors, si vous regardez, donc on va aller un tout petit peu plus loin. Donc, la volière d'apprentissage de la pêche. Donc, en fait, vous avez 2 techniques. La première technique, c'est la technique du double nid, c'est-à-dire qu'à l'âge de 6 semaines, au moment où on bâcle les oiseaux, on a des barreaux à travers le nid. Les parents restent dans la volière, on passe les petits de l'autre côté, eux seront dehors, et donc peuvent partir et revenir autant qu'ils veulent. Ils reviennent vers leurs parents pour se faire nourrir. C'est, à mon avis, pour l'avenir, la meilleure technique de réintroduction, parce que franchement, elle est parfaite. Par contre, on a fait une petite erreur, elle n'est pas du tout adaptée sur notre site de Haute-Savoie, parce qu'on est dans une petite réserve de 80 hectares, et on a 25 couples reproducteurs de Milan noir, qui sont des oiseaux extrêmement agressifs, et qui ont leurs petits qui sortent en même temps que les pigargues. Et donc dès qu'on avait un petit pigargue qui sortait, qui savait à peine voler, comme il n'avait pas la protection de ses parents, il se prenait 15 000 ans sur le dos, qui le traînait par terre. Et donc on a dû reprendre les oiseaux, les laisser avec leurs parents pendant 6 semaines supplémentaires, avant de pouvoir les relâcher quand les Milans partent en migration. Donc on s'est dit, quitte à perdre ces 6 semaines-là, parce qu'on est obligé de les perdre de toute façon tous les ans, on a créé un espace qui s'appelle la volière d'apprentissage de la pêche. Donc c'est une grande volière qui a une particularité, vous voyez, il y a un tuyau, puis il y a une petite cabane où on se cache dedans, et on fait tomber nos poissons dans le bassin. Donc comme ça les pigargues ne voient pas, ils pensent que les poissons tombent du ciel, et ils vont pêcher leurs poissons. Alors ça a été plutôt efficace parce que la première année de test, on avait relâché 4 pigargues. On n'en a aucun sur les 2 premiers mois qui allaient au bord du lac. Ils allaient tous, on est vraiment situé entre le massif des Alpes et le lac. Ils allaient tous en montagne manger avec les vautours plutôt que d'aller au bord du lac. La deuxième année, on en a relâché 10, et par contre sur les 10, on en a 9 qui sont tout de suite allés au bord du lac. Donc on voit bien l'importance dans ce processus d'élevage, de la méthode d'élevage. Alors, la première année, c'est pareil, on avait mélangé tout le monde. On avait pris nos 10 jeunes, on les a tous mis dans la volière, et puis on regardait derrière les caméras et on rigolait, on voyait un petit pigargue qui allait, qui prenait son poisson, puis qui prenait 2 femelles sur le dos, qui lui piquaient son poisson, puis on était là, ah c'est drôle, ça lui apprend la vie. Sauf qu'en fait, ça leur apprenait pas la vie, ils étaient morts de trouille, et quand on a ouvert la volière, les 4 premiers pigargues mâles sont sortis, et on ne les a jamais revus. Donc on a décidé la deuxième année, fort de cette expérience, de se dire on va séparer nos mâles de nos femelles, et on a réduit un petit peu la durée dans la volière, parce que les premiers qui sont sortis, la première semaine, ils ont fait 1600 km. Donc on s'est dit c'est un peu beaucoup quand même pour des oiseaux qui viennent juste de voler et d'apprendre à sortir. Donc on a décidé de réduire un petit peu la durée, on est passé de 5 semaines à 3 semaines. Le suivi des oiseaux, donc on vous en a beaucoup parlé, on va vraiment parler parce que c'est un point hyper important du programme, de tous les programmes de réintroduction aujourd'hui. On ne peut plus relâcher les oiseaux sans savoir, enfin je n'avais pas considéré n'importe qui, ce sont des mammifères les oiseaux, mais sans savoir ce qu'ils vont devenir. C'était une demande quand on a déposé le dossier auprès du CNPN, c'était qu'on ait un suivi des oiseaux qui soit vraiment ultra performant.
Donc on a choisi de les suivre avec des balises que vous voyez sur leur dos, ce sont des balises Ornitella, donc on vous en a donné le prix, c'est de 2000 € une balise, c'est pas donné. Par contre, ça donne une multitude d'informations, puisque dans une balise, vous avez deux choses. Vous avez à la fois la position de l'oiseau, où il est, et à l'intérieur de la balise, vous avez ce qu'on appelle des accéléromètres. Donc ce sont des petits instruments qui vous permettent de déterminer la position du corps de l'oiseau. Et à partir de la position du corps de l'oiseau, si vous avez une bonne analyse, vous êtes capable de savoir ce que fait votre oiseau, savoir s'il dort, s'il mange, s'il vole, s'il se baigne. On peut exactement tout savoir à partir d'une balise. On a juste quelques problèmes, c'est que les balises sont extrêmement performantes. Par contre, aujourd'hui, ce qui marche un petit peu moins bien, c'est le réseau téléphonique. Ça va vous faire rire, parce que vous avez l'impression qu'avec la 5G, tout va bien. Sauf qu'une balise, aujourd'hui, aucune balise dans le monde n'est capable de recevoir ou d'émettre en 5G. En fait, une balise, elle reçoit une information d'un satellite, elle la gère, et elle nous la renvoie par le réseau téléphonique. Simplement, le réseau 5G n'est pas du tout, on ne peut pas transmettre. Donc, on utilise le réseau 4G, ou le réseau 3G. Simplement, vous ne le savez peut-être pas, ou vous allez l'apprendre rapidement, mais le réseau 3G va s'arrêter en 2027. Sur des oiseaux qui vont vivre, enfin, qui vont commencer à se reproduire à l'âge de 5 ans, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui de lâcher les oiseaux avec du réseau 3G sur leur balise, puisqu'on va les perdre en cours de route. Donc on est passé tout de suite sur une technologie de réseau 4G, et là, vous avez vite vous en apercevoir aussi. Le réseau 4G pose un problème, enfin deux problèmes aujourd'hui. Le premier, c'est que les opérateurs veulent passer à la 5G, mais il y a peu de gens qui sont d'accord pour avoir une antenne en plus 5G à côté de chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Très discrètement, ils basculent le réseau 4G en 5G. Pour votre téléphone, ça ne change rien, parce que lui, il a ce qu'on appelle une porteuse qui peut aller indifféremment sur du 4G ou du 5G. Par contre, la balise, elle a une porteuse simple qui ne peut aller que sur du 4G. Et quand on se retrouve vers des émetteurs qui ont été basculés en 5G, ben, d'un seul coup, on n'a plus du tout de réseau, donc on n'a plus d'informations. L'autre particularité, c'est quand vous êtes près d'une grande ville, nous on est près de Genève, et dans les grandes villes, en général, eh bien, il y a beaucoup d'opérateurs de réseau. Et nous, les balises, pour que ça coûte un peu moins cher, elles sont programmées pour chercher le réseau le moins cher. Et donc, quand la balise, elle a plein d'informations qu'elle veut nous balancer, et bien, ce qu'elle fait, elle cherche le réseau, mais à force de chercher le réseau, elle grille toute sa batterie, et du coup, on n'a pas d'informations. Donc, aujourd'hui, on a vraiment des gros soucis de réseau téléphonique avec les balises, pour toutes les balises 4G, et on n'a pas le choix, il faut qu'on les résout. Alors, on est en train de les résoudre, donc il y a une vraie amélioration de ce côté-là. Vous verrez d'ailleurs qu'on arrive quand même à faire des choses simples. Donc, on pose des balises, évidemment. Les formations de bagueurs se font à la fois chez nous et ensuite dans la nature, donc vous avez vu là. J'en profite, Guillaume, il est parti, mais je t'inviterai avec plaisir pour faire une petite pause de balise. Donc le billard.fr, on vous en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, il faut bien comprendre que les balises, ça a tellement évolué ces dernières années que je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, actuellement, dans le monde, les prises de données, les meilleures qu'on ait, avant qu'on arrive sur le marché avec notre outil, était à peu près de 105, on générait 150 points par oiseau par jour de données, et on traitait surtout, parce que avoir des points, si c'est pour les laisser dans quelque part, donc on était capable de générer ça. Nous, nos balises, elles sont capables aujourd'hui de prendre 43 000 points par jour. Je ne sais pas si vous voyez le gap. Simplement derrière, à moins d'être un super génie, HPI, je ne sais pas combien, vous n'êtes pas capable de gérer 43 000 points par jour. Donc on a créé un outil qui utilise l'intelligence artificielle qui s'appelle Bird Tracking et qui va vous permettre en fait de rentrer, on reçoit les données de la balise, on les rentre directement dans ce logiciel et il nous sort tout ce que vous allez voir après. Alors on a notamment des statistiques alors, qui sont juste incroyables, on a plus de 100 statistiques différentes qui vont des kilomètres qu'il a parcouru, à la hauteur, à la vitesse, combien de tours il a fait, combien de thermiques il a utilisé, le temps qu'il a passé en vol, enfin, on a une précision qui est vraiment de dingue. On a les qualités de fichiers aussi. Donc là, par exemple, vous voyez, sur un fichier d'une journée, on a utilisé 32 817 points. C'est pour vous donner quand même une idée, c'est vraiment de la ultra haute précision. En haut, on peut analyser tout ce qui est sur les déplacements, mais aussi les territoires vitaux, c'est-à-dire que à quel endroit il a passé 50% de son temps, à quel endroit il a passé 95% de son temps, à quel endroit il a dormi, à quel endroit il a chassé. Enfin voilà, on a vraiment des choses très précises. Moi, en ce qui me concerne dans les recherches que je mène, je m'intéresse surtout au vol. Et je fais une comparaison entre des oiseaux qui sont nés dans la nature et des oiseaux qui sont nés en captivité. Est-ce qu'ils arrivent à apprendre à voler aussi vite? Est-ce qu'ils arrivent à apprendre à pêcher aussi vite, à chasser aussi vite? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? C'est pour ça qu'on équipe des oiseaux dans la nature et les autres qui viennent de chez nous. Pour vraiment se rendre compte de ces performances, hop, on utilise trois choses. Donc vous avez un retour de l'oiseau. Donc quand vous rentrez vos données, vous avez tout ce que vous avez en statistique. Là, par exemple, c'est un oiseau, vous voyez son vol qu'il a fait dans la journée, en 2D. On est capable de le reconstituer en 3D. Et cerise sur le gâteau, puisqu'on utilise des très hautes fréquences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de suivre un oiseau avec un point toutes les secondes,
on le reconstitue en ce qu'on appelle en FPV, alors c'est de l'anglais, c'est First Person View. En fait, vous êtes à la place de l'oiseau et vous volez. Alors, vous connaissez tous avec les casques de réalité virtuelle, mais c'est réellement ça. Vous mettez un casque et vous pouvez voir l'oiseau où il s'est déplacé, où il est passé entre les arbres, dans les montagnes. C'est vraiment des choses qui sont assez incroyables. Mais je pense que le mieux, c'est que tu nous fasses une petite démonstration. Alors, vous allez voir, en fait, deux oiseaux qui sont équipés de balises. Donc là, on est sur la très haute fréquence également. On est à un point toutes les 3 secondes. Donc c'est deux oiseaux qui sont nés chez nous, mais qui ne sont ni frères, enfin ce sont deux filles, mais elles ne sont pas sœurs. Alors, désolé. On a mis un petit bigargue à tête blanche pour vous montrer le Lac Léman, parce que mon associé n'est pas du tout branché oiseau, lui il est geek. Donc là, vous voyez, elles commencent leur journée. Donc vous voyez le Lac Léman, le Mont Blanc est juste derrière nous. Et elles se baladent, elles sont parties du parc. Ces oiseaux qui sont dehors depuis 10 jours. Hein. Vous voyez, les altitudes, elles sont à 1200 mètres, 800 mètres, plus hautes. Enfin, et on se demandait ce qui passait. On savait qu'il y avait des oiseaux qui faisaient des vols en duo, parce qu'on voyait sur les points GPS avant qu'ils partaient en duo. Mais là, regardez ce que c'est qu'un duo. C'est vraiment deux oiseaux qui partent ensemble et qui vont se faire une balade ce jour-là de 150 km. Et vous allez voir, elles vont utiliser mais vraiment le même thermique. Regardez. Elles enroulent le même thermique. Donc là, elles partent en direction de Genève. Là-bas, c'est Genève. Regardez comme ça monte. Là, ça monte on est à combien? On est à 900 mètres, 1000 mètres, 1200 mètres. Voilà, ça monte. Et là, on voit vraiment que l'oiseau, il vole avec l'autre. C'est-à-dire, c'est pas simplement je vais me balader. Ils jouent ensemble, ils partagent l'espace ensemble. Ils passent au-dessus du centre-ville. Là, c'est le centre-ville de Genève. Ah, désolé, retour du petit billard, ça dure pas longtemps. C'est pour vous montrer la beauté du Lac Léman. Et ce qui est très urbanisé d'ailleurs, on en reparlera après. Donc, elles sont parties. Alors, une, après, a quitté, est allée sur le Salève, c'est une montagne qu'on a au-dessus de Genève qui est très célèbre chez nous parce qu'il y a un téléphérique qui donne une vue incroyable. Et vous allez voir que l'autre, hop, elle va revenir, rejoindre sa petite copine, reprendre le vol ensemble, et elles repartent et elles sont rentrées le soir au parc des Aigles. Donc, ça, c'est grâce à ces outils-là qu'on peut vraiment comprendre comment les oiseaux utilisent l'espace et ce qu'ils font ensemble ou ce qu'ils ne font pas ensemble. C'est tout. Parfait. Alors, si on prend les données des 2 premières semaines, je vous ai pris 2 oiseaux. Donc, je vous ai expliqué la première année, on va prendre celui de la première année. Lui, il s'appelait Tonon, il est parti de chez nous, donc en Haute-Savoie. Il est sorti de sa volière, il est parti en Allemagne, très haut, il est resté à peu près 6 semaines, il arrive à peu près à manger, à peu près, et jusqu'au jour où il s'est fait malheureusement percuter par un camion. Et ça, en fait, c'est le problème. Tous les oiseaux, on a constaté, qui restent autour de l'endroit où on les relâche, qui reviennent vers leurs parents pendant 3 semaines, on n'a quasiment pas de perte après, parce qu'ils ont quand même eu le temps d'apprendre à voler, à se nourrir, et puis à se repérer. Donc là, cette année, le petit périgné qu'on a lâché, lui, quand on l'a lâché, regardez le périple qu'il a fait. Il a fait 1500 km en 14 jours. Il est parti, on ne l'a pas vu. Le 14e jour, on l'a retrouvé sur la volière de ses parents. Il est revenu manger. Depuis, lui a décidé de rester avec nous. On a le deuxième de cette année, alors lui s'appelle Parker. Il a fait exactement la même chose, 1800 km, alors très drôle. Il est revenu en même temps que Périgny, alors qu'ils n'ont pas fait le même parcours. Et on l'a retrouvé le même jour sur sa volière. Le lendemain, il est reparti, il s'est fixé dans une réserve à 6 km de chez nous. Il y a une énorme colonie de cormorans. Et depuis, il fait le bonheur des pêcheurs, puisqu'il mange du cormoran tous les jours. L'année dernière, par contre, le petit mouton, regardez, nous, le site de relâcher, il est là. Regardez, il n'est pas allé loin. Hein. Bon, le lac Léman, c'est quand même 73 km, mais à une échelle d'oiseau, c'est tout petit. Il n'est pas allé loin, il est quand même allé au plein centre-ville de Genève, il a traversé le lac, il est baladé, mais il n'est jamais revenu au parc. Cet oiseau ensuite est parti, il est parti dans le Jura, et lui, malheureusement, il a fini en essayant de manger un blaireau sur une voie ferrée, percuté par un train. Donc voilà, ce qui est aujourd'hui pour nous important dans le programme de réintroduction, c'est que la séparation des mâles et des femelles permet aux mâles de ne plus avoir l'appréhension de revenir, et visiblement, enfin là, même si l'exemple est trop petit pour être certain, ça nous permet de comprendre. Si on parle des oiseaux de 2023, ceux qu'on a relâchés l'année d'avant, regardez l'axe, grosso modo, tous nos oiseaux se déplacent nord-sud, sur un axe nord-sud. Donc si on prend le premier, elle est née chez nous, il a passé l'hiver dans l'Écosse, il est remonté, et là maintenant il est actuellement vers Nuremberg, et on espère qu'il va redescendre. Vous voyez qu'on a tout le temps le même schéma. Alors on en a une qui est assez marrante, c'est celle-ci, parce qu'elle est née chez nous, elle est partie en Hollande, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. Donc elle, on ne sait pas pourquoi, sur un espace d'aussi peu de temps, elle a fait des milliers et des milliers de kilomètres, sans véritable raison. Elle revient de temps en temps chez nous, elle repart. Mais là, ce que vous voyez en tous les cas, ce qu'on ne savait pas avant les balises, c'est la dispersion incroyable de ces oiseaux. Il vous a parlé tout à l'heure de Moselle. Moselle, elle est assez drôle parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle nous les aventuriers.
C'est-à-dire qu'on a 3 catégories d'oiseaux. On a des jeunes oiseaux aussi. Alors, les catégories marchent aussi bien dans la nature que dans la captivité, il n'y a aucune différence. Ce sont des oiseaux qui partent sans savoir réellement voler, sans savoir réellement chasser. Moselle, donc, elle est née chez vous, en Moselle. Elle est restée 7 jours avec ses parents. Elle a quasiment pas été nourrie par ses parents. Elle est partie droit devant elle, elle est allée dans le Tyrol. Elle est arrivée dans le Tyrol au mois de première semaine d'août. Elle était complètement fatiguée et tout. Les gens nous ont appelés de BirdLife en disant qu'est-ce qu'on fait, on a un billard chez vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on le capture, on le machin. On a trouvé une bénévole assez sympa qui tous les 2 jours allait à la poissonnerie du coin récupérer les têtes de poissons et lui jetait dans un pré. Pendant un mois, Moselle, elle est restée à manger ses petits poissons dans le pré. Et puis au bout d'un mois, elle est partie, elle a traversé la Suisse, revenue en France, descendue, traversé l'Espagne, descendue jusqu'à Séville. Au printemps, elle est remontée en Hollande. Elle a passé quasiment jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de fin juillet en Hollande. Elle est redescendue dans le Tessin. Le Tessin, c'est entre l'Italie et la Suisse. Elle a passé là encore un mois. Et là, hier soir, elle était redescendue. Il semble qu'elle redescende à Valence. Elle venait de passer hier soir les Pyrénées, 18 000 km en un an, sur un oiseau qui est parti de son nid, qui n'est jamais revenu. L'autre qui est parti en Norvège, c'est la même chose. L'autre catégorie qu'on a, ce sont les voyageurs. Eux vont rester 2 à 3 mois avec leurs parents, vont ensuite partir, mais moins loin, à 600 km. Et puis enfin, on a les tanguis. C'est eux qui vont rester avec leurs parents très longtemps. Ils vont rester des fois jusqu'au printemps suivant. Mais par contre, cette première catégorie des aventuriers a un avantage. On en perd 75%, mais c'est eux qui permettent l'extinction de l'espèce. Par contre, à la catégorie des tanguis, eux, pas très intéressant pour l'espèce, parce qu'ils s'agrègent autour du noyau. Par contre, on n'a quasiment pas de perte sur cette catégorie-là. Voilà la répartition aujourd'hui des pigards français. C'est-à-dire que ce sont ceux qui sont nés en France, qui soient nés dans la nature ou en captivité. C'était il y a 2 jours. Hein. Vous voyez, on en a à peu près partout. On a une énorme dispersion sur cette population-là. Énorme dispersion. Alors, si on revient un tout petit peu sur ce qui s'est passé, puisqu'il y en a un cas qui s'est passé vers chez vous, dans les Ardennes. Le gros problème qu'on a sur le programme de réintroduction, et sur le programme en général, on a eu en tout 6 pertes en tout sur le programme, que ce soit les sauvages ou les captifs. Il n'y a eu aucune perte naturelle. Tous les oiseaux sont morts de mort anthropique, c'est-à-dire 2 percussions, 3 tirs, 1 empoisonnement. Les tirs, c'est quand même un vrai gros problème. On a eu 3 oiseaux qui sont morts tirés. Et tirés dans des conditions incroyables, soit à 1700 mètres d'altitude par des braconniers, soit des choses comme ça. Vous pouvez voir sur le cadavre que là, ils lui ont coupé carrément les pattes et la tête. Ça, c'est pour les cabinets de curiosité. La seule bonne nouvelle, c'est les balises GPS. Parce que les balises GPS aujourd'hui sont tellement précises, et l'outil d'analyse qu'on a est tellement précis, qu'on a pu, dans 3 cas, on a pu trouver qui étaient les auteurs. Et dans 2 cas, ils ont été traduits dans les tribunaux. Le premier cas, c'était en Isère, où ils ont arrêté les gens. Pour la première fois, on a eu des condamnations importantes. Ils ont pris 52 000 € d'amende, plus 3 mois de prison avec sursis, la saisie des armes et autres. Le dernier cas, vous en avez certainement entendu parler, c'était dans les Ardennes. C'était donc un de nos pigards qui a été empoisonné. Il ne voulait pas empoisonner le pigard, il voulait empoisonner des cormorans, mais malheureusement c'est le pigard qui a mangé. Là également, grâce à la précision des balises, on a pu leur donner exactement à quelle heure il avait mangé le poisson, à quelle heure il était mort, où il l'avait fait. Et avec les réseaux téléphoniques, c'était extrêmement simple de savoir qui avait trouvé. Là, on vient d'avoir le jugement. On est à 80 000 € d'amende et on est à 8 mois de prison avec sursis, saisie des véhicules, des armes et autres. Donc on voit qu'il y a quand même un changement et que les balises, elles apportent non seulement une connaissance scientifique, mais surtout une vraie protection des oiseaux. Alors si on fait un bref retour, le taux de survie pour le programme de réintroduction est actuellement de 69%. Il faut savoir qu'un taux de survie moyen dans la nature est à 75%. Donc vous voyez qu'on n'est pas ridicule pour des oiseaux qui sont nés en captivité. On a une très grande dispersion. On a pour l'instant des oiseaux qui ont fait de brefs retours, puisque vous savez que le principe c'est je pars quand je suis jeune et je reviens en principe me sédentariser dans l'endroit où je suis né à l'âge adulte, c'est-à-dire entre 4 et 5 ans. Mais on a déjà quelques oiseaux qui ont fait des retours. Nous, notre très bonne surprise, c'est qu'on a une énorme acceptation locale sur le lac Léman. Pourquoi? Tout simplement parce que le lac Léman aujourd'hui, c'est à peu près 8 à 10 000 cormorans qui sont sédentarisés sur le lac Léman et qu'on a eu de la chance. C'est que tous nos jeunes qui sont sortis, ils ont quasiment tous tapé du cormoran parce que c'est tellement facile que du coup les pêcheurs ont été extrêmement contents de les voir arriver. Donc il y a une acceptation locale et puis un suivi des oiseaux qui est évidemment, vous l'avez compris, assez performant.
Nous, on a quelques évolutions, bon, on en a parlé, c'est les poses de nids artificiels, la PIAP, on essaye de faire des choses qui soient sympas pour les jeunes, on va faire une application sur le téléphone où ils pourront avoir des caméras dans les nids, les suivis de balises, enfin plein de choses, des petits jeux, de l'éducation, parce que ça c'est très important. Et enfin le programme génétique européen, là je vais en développer un tout petit peu puisque Edouard en a parlé tout à l'heure. En fait, si vous regardez bien, vous êtes des chanceux parce que je pense que 80% de la population française vient aujourd'hui de l'étang du Lindre. Le premier couple s'est établi en 2011. Ensuite, vous l'avez vu sur la carte, il y a un couple en Brenne en 2018. Ensuite, sur le lac du Der. Les premiers pigards qu'on a balisés, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que les deux jeunes qu'on a balisés en 2022, où est-ce qu'ils ont passé l'hiver? En Brenne, le lac du Der. Donc, à partir de là, on a commencé à se dire, tiens, c'est bizarre qu'on retrouve bizarrement ces deux premiers nids. Donc, on a pris la décision de prendre, avec les associations qui étaient en charge sur le terrain, des plumes. On fait ce qu'on appelle du séquençage génétique. Et à partir du séquençage génétique, aujourd'hui, je peux vous dire que le couple de l'étang, le couple de Brenne est une fille du Lindre. Il y a un nid juste à côté qui s'appelle la Sologne. C'est une autre fille du Lindre. Et là, on attend le résultat parce qu'on a réussi à séquencer 5 couples. 5 couples, et donc on pense, on va voir, mais qu'une grande partie de la population française vient toutes ou quasiment toutes du Lindre. À quel niveau? On ne sait pas. Les femelles, on en est à peu près sûr. On va voir le séquençage des mâles. J'espère qu'on n'aura pas que des frères et sœurs d'années différentes. Donc ça sera intéressant. Mais ce qui prouve aussi tout l'intérêt du programme de réintroduction, puisque le programme de réintroduction, lui, a pris des oiseaux qui viennent de l'Europe entière. On a des oiseaux qui viennent de zoos de Moscou, du Kazakhstan, de Hollande, d'Angleterre. Donc là, on a une énorme diversité génétique. Et le fait de remettre ces 85 oiseaux qu'on va relâcher d'ici 2030 permettra certainement d'élargir un petit peu cette génétique.